Et si le vrai pouvoir ne reposait pas sur l'argent, mais sur le code qui le fait circuler? Imaginez un continent africain libéré du carcan des validations extérieures, où commercer ne rime plus avec soumission à un système monétaire étranger. Imaginez-le, non comme une utopie lointaine, mais comme une réalité qui s'installe, transaction après transaction, dans les gestes les plus quotidiens. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique a été contrainte de suivre une logique qui n'était pas la sienne. Pour acheter du cacao, du café, du cuivre ou même du poisson à un voisin, il fallait d'abord se plier à la loi d'une monnaie étrangère. Ce n'est pas un simple détail technique, ni une question de facilité. C'est une profonde blessure économique, psychologique et culturelle. Pour comprendre l'ampleur de cette réalité, plongeons dans des exemples concrets. Prenons le cas d'une petite coopérative de riziculteurs au Mali, désireuse d'acheter des semences améliorées auprès d'un fournisseur ivoirien. Sur le papier, ces deux pays sont voisins, partagent une frontière, des langues et une histoire. Mais pour que la transaction aboutisse, leur argent doit passer par des banques américaines ou européennes, être converti en dollars américains, puis reconverti en CFA ou en francs ivoiriens. À chaque étape, des frais s'ajoutent, commissions bancaires, frais de conversion, délais de traitement. Ainsi, sur une transaction de 100 000 francs CFA, plus de 5 000 francs peuvent s'évaporer en frais divers. Si l'on multiplie ce chiffre par des milliers de transactions quotidiennes sur des décennies, on réalise que des centaines de milliards de francs CFA quittent l'Afrique pour ne plus jamais y revenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà de la perte financière, cette habitude installe une dynamique de dépendance. Les producteurs africains finissent peu par croire que leur valeur ne peut être reconnue qu'après validation par une puissance étrangère. C'est comme si, pour vendre des mangues béninoises au Togo, il fallait l'aval d'un banquier new-yorkais, qui n'a jamais vu ni mangue ni Togo. Cette absurdité s'est répétée, génération après génération, jusqu'à devenir la norme, l'évidence. Des scènes similaires se sont produites partout sur le continent. En Afrique de l'Est, un entrepreneur ougandais souhaitant acheter des pièces détachées à un fournisseur rwandais passait par la même mécanique. Conversion en dollars, frais, délai. Ce tunnel du dollar, invisible mais omniprésent, a prélevé son tribut chaque jour, appauvrissant les économies locales tout en renforçant la domination psychologique des puissances monétaires occidentales. Si l'on remonte l'histoire, on retrouve des parallèles frappants. Au Moyen Âge, les grandes routes commerciales d'Asie centrale étaient contrôlées par des cités-États qui imposaient leur propre monnaie et prélevaient tant des taxes. Les marchands de la route de la soie devaient en s'acquitter de droits pour chaque passage de frontière. L'Afrique, à l'ère de la globalisation, a connu un phénomène similaire, sauf que le paiement du péage n'était plus physique, mais monétaire et numérique. Il y a un siècle, les colonies africaines devinrent vendre leurs matières premières à la métropole, puis racheter des biens manufacturés, toujours selon des règles imposées de l'extérieur. Ce schéma, que l'on croyait révolu, s'est perpétué sous une nouvelle forme, la domination du dollar. Même après les indépendances, la logique de dépendance s'est enracinée, sournoisement, à travers les systèmes de paiement internationaux. Mais cette routine, aussi profondément ancrée soit-elle, n'est pas une fatalité. L'histoire regorge d'exemples où des peuples ont renversé des logiques de dépendance apparemment indéboulonnables. Pensons à la révolution industrielle en Angleterre, où l'autonomie énergétique a permis l'émancipation économique vis-à-vis du charbon néerlandais. Ou encore à la création de l'Union européenne, qui a permis aux pays membres de troquer la dépendance au dollar pour une monnaie commune, l'euro, afin de renforcer leur souveraineté. Aujourd'hui, l'Afrique s'engage sur une voie similaire avec la mise en place du DRPP, le Digital Retail Payment Platform, par la COMESA. Ce n'est pas seulement une innovation technique, mais l'ouverture d'un passage secret vers une souveraineté retrouvée. Pour la première fois, 21 pays, représentant près d'un demi-milliard de citoyens, peuvent commercer en utilisant leur propre monnaie, sans passer par le dollar, l'euro ou la livre sterling. Prenons un exemple concret. Un groupement de femmes entrepreneurs au Kenya souhaite acheter du beurre de karité au Nigeria. Avant le DRPP, elles devaient convertir leur shilling kényan en dollars américains, puis reconvertir ces dollars en naira nigérian. Avec le DRPP, l'échange se fait directement, en shilling et en naira, sans intermédiaire occidental. Les économies réalisées sont immédiates et substantielles. Plus encore, le sentiment de dignité et d'autonomie est restauré. Imaginons maintenant un commerçant tanzanien qui vend du poisson séché à une entreprise du Mozambique. Grâce au DRPP, il peut être payé en shilling tanzanien, tandis que son client paie en métical mozambicain.
La transaction est validée en quelques secondes sans qu'aucune autorité étrangère n'ait son mot à dire. Les banques locales sont renforcées, les PME locales prospèrent et la richesse reste sur le continent. Ce bouleversement ne concerne pas que les grandes entreprises. Il touche aussi les petits commerçants, les agriculteurs, les artisans. Une productrice de miel ougandaise peut vendre à un marché en République démocratique du Congo sans se soucier des complexités du change. Un entrepreneur sénégalais peut acheter des tissus ghanéens sans que son argent transite par une place financière londonienne ou new-yorkaise. Chaque fois que ce nouveau système est utilisé, une habitude de dépendance est brisée, une parcelle d'autonomie est conquise. Pour bien prendre la mesure de cette révolution, il faut mesurer l'impact des anciens systèmes. Selon la Banque africaine de développement, les commissions et frais de conversion monétaire coûtent à l'Afrique chaque année plus de 21 milliards de dollars. Imaginez ce que ces sommes pourraient en financer. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des centres d'innovation technologique. Ce sont des ressources vitales qui, jusqu'à présent, s'évaporaient dans les circuits opaques de la finance internationale. Au-delà de l'argent perdu, il y a aussi le temps. Chaque paiement transfrontalier pouvait prendre plusieurs jours, voire semaines. Cela ralentissait le commerce, décourageait l'innovation, freinait l'intégration régionale. Avec le DRPP, les paiements se font en temps réel ou quasi instantanément. Un commerçant peut honorer une commande le matin et recevoir son paiement l'après-midi. Ce gain de temps, c'est aussi un gain de compétitivité. La révolution du DRPP s'inscrit dans une dynamique plus large d'innovation africaine. Depuis une quinzaine d'années, des solutions de mobile money comme M-Pesa au Kenya, Orange Money en Côte d'Ivoire et EcoCash au Zimbabwe ont déjà transformé le quotidien de millions de personnes. Aujourd'hui, plus de la moitié des transactions de paiement en Afrique subsaharienne s'effectuent via des services mobiles. Cette culture de l'innovation technologique fait du continent un laboratoire mondial de la finance digitale. Le DRPP va plus loin en connectant ces systèmes entre eux et au-delà des frontières nationales. Il s'appuie sur l'expérience et la maturité de ces plateformes pour offrir une solution panafricaine, adaptée aux réalités locales. Cela permet à des millions de PME, souvent exclues du système bancaire classique, d'accéder à de nouveaux marchés, de réduire leurs coûts, d'accroître leur résilience face aux chocs extérieurs. Mais cette avancée pose une question centrale. Qui contrôle la nouvelle infrastructure ? Dans l'histoire, chaque fois qu'un peuple a gagné une souveraineté monétaire, il a dû protéger jalousement les clés de son système. L'exemple de la création du franc CFA, initialement conçu pour garantir une stabilité, mais qui a fini par lier les économies africaines à la France, montre les risques d'une dépendance cachée. De même, la dollarisation de certaines économies sud-américaines, présentée comme un gage de stabilité, s'est parfois transformée en perte de contrôle sur les politiques monétaires. Aujourd'hui, la souveraineté ne se joue plus seulement sur la monnaie, mais sur le code, sur l'architecture logicielle qui fait circuler l'argent. Celui qui contrôle les serveurs, les protocoles et la gouvernance numérique détient un levier de puissance aussi fort que celui qui imprime les billets. L'Afrique doit donc veiller à ce que les plateformes comme le DRPP restent sous contrôle africain, administrées par des institutions indépendantes et transparentes. L'un des dangers majeurs serait que l'infrastructure technique soit hébergée à l'étranger, sous des juridictions qui pourraient, en cas de crise, bloquer ou surveiller les transactions. Pour éviter ce piège, il faut investir massivement dans des centres de données régionaux, renforcer la formation des ingénieurs locaux, encourager l'usage de logiciels open source et mettre en place une gouvernance partagée. Prenons l'exemple de l'Inde, qui a développé son propre système de paiement unifié, le UPI, géré par une entité locale, la National Payments Corporation of India. Cela a permis au pays de garder le contrôle total sur son infrastructure de paiement, d'adapter les règles aux besoins locaux et de protéger la confidentialité des données. L'Afrique peut s'inspirer de ce modèle pour bâtir une souveraineté numérique authentique. Une telle souveraineté exige aussi une vigilance collective. À chaque étape, il faut questionner qui a accès au code, où sont stockées les données, qui peut surveiller ou interrompre les transactions. La transparence doit être la règle, audit régulier, publication du code source, implication des universités et des sociétés civiles dans la gouvernance des plateformes. Pour illustrer l'importance de cette vigilance, rappelons l'affaire Snowden, qui a révélé comment des agences de renseignement étrangères pouvaient intercepter des données sensibles grâce à leur contrôle sur les infrastructures numériques mondiales. Si l'Afrique ne sécurise pas ces systèmes, elle s'expose à des risques similaires, où la valeur créée localement pourrait à nouveau être siphonnée ou compromise par des acteurs extérieurs. La réussite de la révolution des RPP
dépendra aussi de la capacité des États africains à coopérer, à harmoniser leurs politiques monétaires, à partager les meilleures pratiques. L'Union européenne a montré qu'il était possible de surmonter les rivalités historiques pour bâtir un marché commun solide, à condition de mettre en place des institutions robustes et inclusives. L'Afrique peut suivre ce chemin en adaptant les recettes à sa propre réalité. Mais la souveraineté numérique ne se construit pas en vase clos. Il faut aussi impliquer le secteur privé, les start-up, les ingénieurs, les chercheurs. Les universités africaines doivent développer des cursus spécialisés en cybersécurité, en ingénierie des paiements, en cryptographie. Les incubateurs doivent soutenir les innovations locales, encourager la création de solutions adaptées aux besoins spécifiques des commerçants, des agriculteurs, des PME. Pensons à l'exemple du Rwanda, qui a investi massivement dans la formation numérique et la digitalisation des services publics. Aujourd'hui, le pays est un leader régional en matière de gouvernement électronique, de e-santé et de paiement mobile. Cette réussite montre qu'avec une vision claire, des investissements ciblés et une mobilisation de toutes les forces vives, il est possible de bâtir une infrastructure numérique souveraine et résiliente. Pour accompagner cette transformation, il est essentiel de sensibiliser les citoyens à la valeur de la souveraineté numérique. Cela passe par des campagnes d'information, des ateliers, des formations. Chaque utilisateur doit comprendre l'importance de choisir des plateformes locales, de vérifier la sécurité de ses transactions, de soutenir l'écosystème régional. Imaginons un scénario où, dans 5 ans, la majorité des transactions transfrontalières africaines se font via le DRPP ou des plateformes similaires, sans jamais passer par le dollar ou l'euro. Les économies locales se renforcent, les entrepreneurs accèdent à de nouveaux marchés, les États collectent davantage de ressources fiscales. Mais surtout, le sentiment de dignité et d'autonomie se diffuse dans toute la société. Dans le même temps, l'Afrique devient un modèle pour d'autres régions du monde. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, qui cherchent elles aussi à se libérer de la domination des grandes monnaies internationales. Des délégations viennent étudier l'expérience africaine, participer à des forums, signer des accords de coopération. L'Afrique, longtemps perçue comme un simple marché émergent, devient un laboratoire d'innovation monétaire et technologique, capable d'inspirer les autres. Mais ce succès exige de ne pas baisser la garde. Les géants technologiques mondiaux, voyant le potentiel du marché africain, proposeront des solutions clés en main, souvent séduisantes, efficaces, mais dont le code et la gouvernance leur échappent. La tentation sera grande de céder à la facilité, de confier l'infrastructure à des acteurs extérieurs. Il faudra alors faire preuve de lucidité et de détermination, refuser cette nouvelle dépendance, investir dans le développement local, exiger la transparence. Pour garantir la résilience du système, il faudra aussi anticiper les risques. Cyberattaques, tentatives de sabotage, crise monétaire. Les institutions africaines devront mettre en place des mécanismes d'alerte, des cellules de réponse rapide, des protocoles de sauvegarde. Les partenariats avec d'autres régions du monde devront être choisis avec soin, dans une logique d'égalité et de respect mutuel. À l'échelle individuelle, chaque citoyen a un rôle à jouer. Privilégier une application de paiement locale, choisir un service bancaire africain, encourager ses proches à faire de même, ce sont des actes simples mais puissants. Chaque franc, chaque shilling, chaque naira qui reste sur le continent est une victoire sur la dépendance. Chaque transaction locale est un pas vers l'autodétermination. Les PME ont un rôle central. En adoptant massivement les nouveaux outils, elles créent un effet d'entraînement. Plus elles utilisent les plateformes panafricaines, plus le système devient solide, incontournable, irréversible. Les grandes entreprises doivent aussi s'engager, investir dans la formation de leurs employés, collaborer avec les start-up locales, soutenir la recherche et développement sur le continent. Les États, enfin, doivent assumer leurs responsabilités. Adopter des politiques publiques favorables à l'innovation locale, protéger les données des citoyens, garantir la souveraineté des infrastructures critiques. Cela passe par des lois claires, des institutions indépendantes, des mécanismes de contrôle citoyen. Pour amplifier cette dynamique, voici quelques étapes pratiques et concrètes. Premièrement, investir dans l'éducation numérique à tous les niveaux, écoles, universités, centres de formation professionnelle. Créer des programmes spécifiques sur la cybersécurité, la gestion des systèmes de paiement, la gouvernance numérique. Deuxièmement, encourager la création de consortiums régionaux, associant États, entreprises, universités et sociétés civiles pour piloter les grandes plateformes de paiement. Assurer une gouvernance transparente, inclusive, capable de résister aux pressions extérieures. Troisièmement,
Soutenir l'innovation locale par des financements, des subventions, des concours. Inciter les jeunes ingénieurs, développeurs, designers à créer des solutions adaptées aux réalités africaines. Valoriser les réussites, encourager les échanges d'expériences entre pays. Quatrièmement, mettre en place des campagnes de sensibilisation sur la souveraineté numérique. Expliquer dans toutes les langues du continent pourquoi il est crucial de protéger le code, les données, les serveurs. Faire de chaque citoyen un acteur vigilant, conscient des enjeux. Cinquièmement, renforcer les liens avec d'autres régions du monde qui partagent les mêmes aspirations à l'autonomie. L'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Échanger des bonnes pratiques, signer des accords de coopération, organiser des forums communs. Enfin, inscrire la révolution numérique dans une vision de long terme. Penser au-delà des cycles électoraux, des intérêts partisans, des logiques de court terme. Bâtir une infrastructure pensée pour durer, capable de résister aux chocs, de s'adapter aux évolutions technologiques, de garantir l'autonomie du continent pour les générations à venir. Pour conclure, rappelons que chaque révolution commence par un acte individuel, un choix concret, une décision quotidienne. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle venu d'en haut, mais de bâtir pas à pas, transaction après transaction, une nouvelle réalité. L'Afrique n'a plus à attendre l'aval de Washington ou de Londres. Elle peut, par la force du code et de la coopération, reprendre en main son destin économique, redéfinir les règles du jeu, inspirer le monde. À chaque paiement, à chaque transfert, à chaque innovation, l'Afrique écrit une page nouvelle de son histoire. Il appartient à chacun d'y contribuer avec lucidité, ambition et vigilance. Car le véritable pouvoir ne réside plus dans l'argent, mais dans la capacité à maîtriser le code qui le fait circuler. La suite dépend de vous. Serez-vous spectateur ou acteur de cette révolution silencieuse? Choisirez-vous d'attendre ou d'agir? L'avenir du continent se joue maintenant, dans chaque geste, chaque choix, chaque ligne de code. L'ère de la dépendance s'achève. Place à l'autonomie, à l'innovation, à la fierté retrouvée. C'est ainsi que se referme la boucle, une Afrique qui ne demande plus la permission, mais qui propose, construit, inspire. Une Afrique qui, par la maîtrise du code, transforme la souveraineté en réalité. Une Afrique qui n'attend plus, mais qui avance pas à pas vers la pleine maîtrise